passer aux questions. Alors, on va commencer bien sûr par Moustafir, pour la simple raison que tout le monde te sollicite, tout le monde te pose beaucoup de questions. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par Madame Abd Ali Salima, quand même, parce que c'est elle qui a posé beaucoup de questions en ce qui concerne l'arythmie complète pour la sonde oculaire. Alors, voilà ce que te demande Salima. Alors, elle te dit, tu as un patient qui a un AVC ischémique bien installé et que tu découvres une fibrillation auriculaire, quelle serait la stratégie de l'anticoagulation, s'il te plaît? Alors, c'est un accident ischémique. Oui. Alors, l'accident ischémique, sa prise en charge se fait d'abord en même temps avec un neurologue et on va identifier le score de Nice qui va nous préciser la gravité de l'étendue de l'ischémie et que c'est très simple. Si c'est très petit, ben, on est autorisé à commencer les anticoagulants à partir du 2-3e jour. Si c'est étendu, on n'a pas le droit de commencer l'anticoagulation avant au moins 2 semaines. D'accord? Dans les recommandations, et c'est un 2A, eh bien, on peut donner pendant cette phase-là où on n'a pas d'anticoagulation, eh bien, un peu d'aspirine. Voilà. Donc, mais c'est une prise en charge collégiale parce qu'il y a un risque d'infarcissement de l'accident vasculaire cérébral ischémique en hémorragie et c'est la catastrophe. Donc, c'est une décision collégiale entre le cardiologue, le réanimateur et le neurologue. Autrement dit, tu ne fais jamais de l'anticoagulation tout de suite. Non, je mets de l'héparine de bois pas moléculaire à dose ISO parce que le malade est alité, mais je ne n'anticoagule pas à dose curative. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la vitesse de vidange auriculaire? Alors, la vitesse de vidange auriculaire, bien sûr, elle est importante. C'est un élément qui prédit les accidents thromboemboliques. Mais c'est pour ça que c'est un message que je lance à nos échographistes. Lorsqu'on vous demande des échos transœsophagiennes, donnez-nous d'abord la taille de l'auricule, donnez-nous la morphologie de l'auricule. Et je vous ai dit que cette morphologie en aile de poulet, elle est importante parce qu'elle est très peu thrombogène. Et donnez-nous la vitesse au niveau de l'auricule. C'est très bien. Donnez-nous la vitesse. C'est un élément, bien sûr, qui, lorsqu'elle est diminuée, c'est un élément prédictif de thrombose au niveau de l'auricule. Merci pour tes réponses courtes. C'est une très bonne chose. Alors maintenant, je continue. On te pose un petit problème pratique. Tu as un patient qui a un AVC ischémique, cryptogénique confirmé, et qui fait de multiples extracytomes supraventriculaires, enfin des ESA sur le plan de son Holter qui a été réalisé, mais il n'a jamais fait de fibrillation auriculaire patente. Alors, est-ce que tu proposes de l'anticoaguler systématiquement et qu'est-ce qu'il faut? Non, je ne l'anticoagule pas systématiquement. Je mets un Rivil. J'implante un Holter implantable systématiquement et je l'interroge régulièrement pour piéger une fibrillation atriale parce que le Holter implantable, ça dure 18 mois et si on n'a pas de fibrillation atriale au bout de 18 mois, ben, ça veut dire que les chances d'en faire sont très faibles. Alors, je me permets de te faire une petite remarque. Ça, c'est personnel, attention. Ça n'a rien à voir. C'est parce que, je ne sais pas si tu as entendu Ariel Cohen dans le cadre du dernier congrès de la SEGC, il avait parlé de la cardiomyopathie atriale. Et dans le cas de la cardiomyopathie atriale, bien sûr, avec une histoire d'oreillette gauche un peu dilatée, il disait qu'il y avait beaucoup de patients. Ça c'est pour cette raison-là que lorsqu'on a un chasse vasque faible, on cherche les autres paramètres. Et là, l'oreillette, elle est importante. Bien sûr, si tu me dis que l'oreillette, elle est un peu dilatée, là, je vais repenser la décision d'anticoagulation. Mais cœur sain, oreillette inférieure à 20 cm², eh bien, moi, je réfléchirai. Parce que quand même, on risque de créer des problèmes avec le traitement anticoagulateur. Alors, je te donne là une question que je vais un petit peu te reposer. C'était effectivement dans le schéma qui était proposé par Steg, qui proposait de mettre l'aspirine pendant 1 mois en parallèle, bien sûr, pour les patients, je te dis, les patients qui ont subi une histoire d'angioplastie coronarienne et qui sont en ACFA. D'accord, tu me suis? Il proposait de mettre de l'aspirine avec, bien sûr, le clopidogrel ou autre antiagrégat plaquettaire et de mettre un AOD
à une faible dose pendant 1 mois après d'arrêter l'aspirine et de laisser le patient sous uniquement clopidogrel et éventuellement un AOD toujours à faible dose, et après les 6 mois, garder uniquement l'AOD. Alors, c'est le schéma, bien sûr, des résultats de l'étude Augustus. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu n'en as pas parlé. Si, je ne voulais pas faire de clin d'œil à aucune étude pour qu'on ne dise pas que je tire le tapis vers tel produit ou tel produit. Toutes les molécules ont fait des études chez le coronarien. Toutes. Les 3 produits, les 4 produits ont fait des études. Quelle est la réflexion, Seth? La réflexion, c'est que l'apport du nouveau anticoagulant nous permet de lever le pied sur l'aspirine rapidement. Mais ça doit être fait toujours en discussion avec la personne qui a coronarographié, qui a dilaté le patient. Pourquoi? Parce que lui, il connaît les lésions à haut risque et il va nous dire que ce malade, il est à haut risque thrombogène. Si le risque thrombogène, il est très important et le risque hémorragique est faible, eh bien, on doit laisser la triple thérapie au maximum, c'est-à-dire à 3-6 mois. Si par contre, le risque thrombogène, il est très faible et l'hémorragie, elle est importante, eh bien là, vous pouvez commencer d'emblée par une bithérapie, même pas le 3 mois. Donc, c'est toute une discussion, dossier par dossier, cas par cas, entre un cardiologue et la personne qui a dilaté ce patient-là, parce que quand même, la thrombose du sein, c'est une catastrophe. Et donc, lorsqu'on a une lésion de l'IVA proximale, une lésion de la bifurcation, une lésion du tronc, donc là, on est obligé de donner une triple thérapie au début. Bien. Alors, on ne peut pas m'empêcher de poser une autre question. Tu as un patient qui est passé en sinusal parce qu'il a fait une cardioversion électrique ou éventuellement chimique ou même une ablation. Combien de temps pour toi il faudra qu'il maintienne le traitement anticoagulant? Alors, ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Oui. C'est le chat qui va décider de l'anticoagulation au long cours. Et on a l'étude affirme. L'étude affirme, c'est une grande leçon. On a arrêté les anticoagulants chez les bras où les gens ont été en rythme sinusal et il y a eu une flambée d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, le message, c'est qu'on s'en fout du rythme, qu'il soit sinusal ou FA. D'accord? C'est le chat qui va décider de la décision d'anticoagulant au long cours. D'accord. Très bien, parfait. Alors, je te laisse un peu te reposer et je passe à Hicham Bouzenat. Alors, voilà. La question, qu'est-ce que tu fais comme traitement chez un patient dont le cœur est sain, qui est symptomatique et qui fait des multiples extracytoles ventriculaires et qui ne tolère pas du tout les bêta-bloquants et qui a une fréquence de repos extrêmement basse? C'est le docteur Hassan Belghiti qui pose la question. Alors, oui, c'est comme j'ai dit, en fait, les symptômes en elles-mêmes ne doivent pas être un goal thérapeutique, un but thérapeutique. Là, mais on est sur des symptômes, on va viser un traitement symptomatique, c'est les bêta-bloquants. Vous dites qu'il est mal toléré. Là, c'est l'indication, à mon avis, quand il y a les propositions techniques sont là, il faut peut-être proposer ces patients-là à l'ablation par radiofréquence. Et donc là, l'ablation, ça va aider aussi pour les symptômes. Alors, à moins que, c'est vrai que ce n'est pas des malades aussi simples à gérer, les patients comme ça qui tolèrent, et souvent ils tolèrent mal les bêta-bloquants. On a dû affaire à des femmes qui ont des extrasystoles, qui tolèrent très mal les bêta-bloquants avec des hypotensions. Là, le traitement anti-arythmique alternatif, c'est la flécaïne, mais flécaïne, il faut faire beaucoup plus attention dans ce contexte alors de bradycardie. Alors là, pour moi, je propose une ablation par radiofréquence chez ce profil-là de patients. Très bien. Bon, tu continueras la discussion avec Hasna tout à l'heure. Voilà. Bon, alors, il y a professeur Fedouaj qui te pose la question suivante. Tu as un patient qui fait de multiples extracytoles ventriculaires sur l'aorte, mais qui disparaissent avec l'effort, avec une échocardiographie strictement normale. C'est un patient de 45 ans. Ce patient cherche à avoir un certificat de contre-indication au sport. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, ça renvoie un peu les extrasystoles chez les patients et les sportifs, les athlètes, même les athlètes. Et je vais donner l'exemple. L'autre exemple, c'est les athlètes de haut niveau et qui ont des extrasystoles ventriculaires. Là, il faut être rigoureux par rapport à ces extrasystoles
Et là, le cutoff, il faut serrer un tout petit peu le cutoff d'abord de largeur de QRS pour le pronostic. Et là, il faudrait vraiment exiger que le QRS ne soit pas très large. Et là, les sociétés savantes de médecine de sport, c'est vraiment 30 millisecondes. Et donc là, 130 millisecondes, là, il faudrait vraiment, si ça dépasse 130 millisecondes, où le patient, par exemple, il a un aspect de retard gauche qui est atypique, là, je vais pas demander, je vais pas donner un certificat de non de sport. Alors, par contre, si vous avez un BBG qui est bizarre, même s'il disparaît à l'effort, avec des QRS qui sont larges, même ils disparaissent à l'effort, là, je ne donne pas un certificat. Par contre, je pense que pour la médecine de sport, on peut proposer aux patients, si il a fait tous les bilans, là, il faudrait vraiment pousser un tout petit peu le bilan. Même s'ils disparaissent à l'effort, il faudrait surtout chez certains patients, surtout le sport de haut niveau, il faut pousser les investigations vers l'IRM parfois, au moindre doute. Mais sinon, on peut donner, dès qu'ils disparaissent à l'effort, on peut donner, si on a des QRS qui sont moins de 130 millisecondes, avec un aspect qui renvoie un peu les infundibulaires, là, il faut soit l'envoyer avant de donner, bon, si c'est fréquent à l'effort, il faut le renvoyer pour voir une exploration un peu électrovisuelle pour voir est-ce que ce n'est pas de l'infundibulaire pour faire de l'ablation et traiter de façon définitive. Si ce n'est pas le cas, donc je pense qu'on peut donner le certificat. D'accord. Est-ce que tu proposerais systématiquement une IRM dans le cas des extracytoles ventriculaires? Non. Non. Et même les recommandations… Il y avait un petit commentaire du professeur Moustapha. Tu vas activer le son, s'il te plaît? Tu actives ton son, s'il te plaît? D'accord. Vas-y. Écoute, je pense que la question, elle est pertinente. Il faut prendre une décision. Et je pense que ce sont des cas-là, l'IRM, elle est incontournable. L'IRM, elle est incontournable. Et donc, c'est pas on va la demander pour un luxe. On a des extrasystoles et on a une décision médico-légale à prendre. Et il faut l'asseoir sur quelque chose. Et c'est l'IRM qui nous permettra de dire que le corps est sain ou pas. C'est indiscutable que l'IRM, actuellement, il faut aller très vite à l'IRM, très vite, parce qu'elle donne plein de renseignements qu'on n'a pas à l'échographie. Donc, c'est une analyse histologique du myocarde et par conséquent, elle va nous permettre de faire les liaisons. Est-ce que ce sont des extrasystoles fonctionnelles ou organiques? Oui, Monsieur Moustapha, je renvoie toujours c'est dans le même ordre d'idées. C'est en fait quand les extrasystoles apparaissent à l'effort, comme j'ai dit tout à l'heure, cœur apparemment sain, il faudrait vraiment chercher à l'IRM s'il n'y a pas d'extrasystole. Mais en fait, les recommandations de médecine de sport, en fait, ils renvoient ça, parce que j'ai vu ça, si les extrasystoles sont très typiques d'infundibulaire et que même s'ils aggravent à l'effort et qui sont un peu fines, là, on pourrait s'en passer de l'IRM. Mais je suis tout à fait d'accord qu'au moindre doute, il faut demander l'IRM chez ces patients particuliers. Très bien. On va maintenant passer à Madame Tézi. Alors, quelle est la place de la stimulation œsovagienne dans les explorations des préexcitations ventriculaires? Oui, alors effectivement, j'en ai pas parlé pendant la présentation. Donc, en effet, la stimulation œsophagienne, c'est une autre technique d'exploration des tachycardies. Elle est utilisée à double visée. Elle peut être utilisée à visée diagnostique et thérapeutique. Et elle est particulièrement utile dans l'évaluation des préexcitations chez l'enfant à partir de 8 à 10 ans. Donc, c'est un moyen de diagnostic qui est d'abord rapide, qui est facile, et surtout qui est non-invasif par rapport à l'exploration endocavitaire. Et donc, si jamais on a un enfant qui a une préexcitation qui est post-symptomatique ou pour lesquels donc les symptômes ne sont pas très clairs, on peut effectivement faire appel à la stimulation œsophagienne. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi la répéter, notamment pour le suivi des enfants qui ont des préexcitations asymptomatiques. Et ce, en particulier, s'il faut établir un certificat de pratique sportive qui, comme vous le savez, est strictement contre-indiqué si on n'a pas exploré le patient.
Alors, c'est toujours Madame Fedouech qui pose une question. Y a-t-il des critères lors de l'exploration électrophysiologique qui permettent de prédire la dégénération spontanée de la voie de préexcitation? Bonne question. Oui, alors donc les critères de gravité électrophysiologique, donc en faveur d'une voie accessoire qui est potentiellement grave, donc ça a été démontré par un certain nombre de papiers. Donc il y a tout d'abord l'inductibilité de la tachycardie, c'est un facteur prédictif donc de dégénérescence. Il y a donc la période réfractaire antérograde de la voie accessoire qui est courte, et le cutoff retenu dans les recommandations, c'est inférieur à 250 millisecondes chez l'adulte, inférieur à 240 chez l'enfant et inférieur à 220 sous Isuprel. La présence de voies accessoires multiples donc diagnostiquées par l'exploration électrophysiologique et l'induction également d'une fibrillation atriale au décours de l'exploration électrophysiologique. Donc, ce sont les 4 critères qui définissent les formes malignes de voies accessoires. Alors, tu restes toujours avec nous pour savoir s'il y a une place à la cryoablation. Ah oui, la cryoablation. Alors, c'est vrai que donc, l'ablation par radiofréquence, donc l'un des avantages de l'ablation par radiofréquence, c'est qu'elle est extrêmement efficace, tandis que la cryoablation, elle est aussi efficace, mais elle est plutôt réservée aux voies accessoires qui sont plutôt à localisation dangereuse, notamment les voies accessoires qui sont proches des voies de conduction nodoïcienne, parce que ce sont les voies qui exposent le plus à un risque de bloc auriculo-ventriculaire en per-procédure, alors qu'avec la cryoablation, les effets sur la lésion sont beaucoup moins profonds et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on observe plus de récidives dans la cryoablation que dans l'ablation par radiofréquence. Est-ce que ça, je peux ajouter 2 commentaires? Vas-y, le grand patron, toujours. Alors, le premier sur l'exploration œsophagienne. La grande limite de l'exploration œsophagienne, c'est qu'elle ne donne aucun renseignement sur la conduction rétrograde. On n'a que des renseignements sur la conduction antérograde. Et c'est pour ça qu'il est de moins en moins utilisé. Le seul intérêt, effectivement, c'est d'approcher le risque vital chez l'enfant. Mais elle ne donne aucun renseignement sur la conduction rétrograde. Le deuxième problème, c'est la cryoablation. La cryoablation, on l'a à Casablanca, on l'utilise pour les voies accessoires entéroseptales dangereuses parce qu'elle nous donne le luxe de ne pas tirer pour couper le hisse. Lorsqu'on voit qu'on a créé un BAV, on arrête et la conduction hissienne revient. Donc, la seule, dans mon expérience, qui dépasse 1500 volts, d'ablation de 1500 volts, bien, j'ai utilisé la cryothérapie 3 ou 4 fois. D'accord ? Elle donne d'excellents résultats sur le parahissien et sur l'entéroseptal. D'excellents résultats, mais ça coûte plus cher. Le cathéter est difficilement maniable par rapport à la radiofréquence lorsqu'on a l'habitude d'utiliser la radiofréquence. Voilà. Très bien. Tu actives ton micro. Active ton micro si tu veux parler, si vous voulez. Active ton micro. Et comme a dit Dr Moustafir, ça donne de bons résultats la cryothérapie, mais avec un bon stress pour celui qui fait de l'ablation. Donc, c'est un très, 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 très grand stress. Hein? Alors, je continue toujours avec le docteur Tézi. S'il vous plaît, pour la femme enceinte, il y a beaucoup de questions qui viennent sur la femme enceinte. Alors, chez la femme enceinte, il est vrai qu'il y a très peu de data sur la prise en charge des tachycardies supraventriculaires, en particulier la femme enceinte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au cours du premier trimestre, qui est le premier trimestre au cours duquel il y a l'essentiel de la morphogenèse, eh bien, tous les antiarythmiques sont contre-indiqués. Par contre, à partir du 2e et du 3e trimestre, donc en cas de crise, en cas de tachycardie réentrante sur voie accessoire, donc tachycardie à QRS fin, eh bien, le traitement de choix de première intention, c'est l'adénosine. Et pas plus tard que hier, on a eu exactement un cas d'une patiente au 2e trimestre qui fait donc une tachycardie réentrante sur voie accessoire. Donc l'adénosine, c'est safe quand on a une tachycardie à QRS fin et elle permet justement de réduire rapidement la patiente sans pour autant avoir les effets délétères d'une tachycardie persistante. Parce que malheureusement, les manœuvres vagales ne marchent pas toujours
Et voilà, quand on a l'opportunité d'utiliser de l'adénosine, il ne faut pas s'en priver. Alors après, pour le traitement au long cours, donc une fois la crise réduite, là encore, on est un petit peu limité en termes de traitement médicamenteux. Ce qui est sûr, c'est que l'athénolol, il vaut mieux l'éviter. Ça donne beaucoup de retard de croissance intra-utérin. Et on retrouve dans les recommandations, ce qui est plutôt préféré, c'est plutôt le métoprolol et le propranolol. Sinon, par rapport aux autres bloqueurs du nœud, pour le diltiazem, il est plutôt également contre-indiqué. Il aurait des effets tératogènes. On lui préférerait plutôt le verapamil. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions qui viennent toujours et qu'on se pose tous. On utilise beaucoup la cordarone au Maroc. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut nous tirer les oreilles, d'accord, mais nous, on est un petit peu laral. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les questions qui reviennent souvent. C'est la plupart des cardiologues qui posent des questions. Alors, la question ouverte pour les 3 rythmologues, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, c'est bien ce qu'a dit le Dr Tezi, c'est très bien. Mais l'adénosine n'existe pas au Maroc. L'adénosine, elle n'existe pas au Maroc. Et si on ne la ramène pas d'une manière qui n'est pas réglementaire, on ne va pas la faire rentrer au Maroc. Et donc, moi, je te rejoins, mon cher ami Saad. Bah, parfois, on est obligé d'utiliser la vieille cordarone, malheureusement. D'accord? Parce qu'on n'a pas un autre choix. Et puis, pour la femme enceinte, si vraiment il y a un risque important, une tachycardie invalidante au 3e trimestre, on peut protéger le ventre par un tablier de plomb et ablater cette femme avant qu'elle accouche. D'accord? Ce sont des choses qu'on a fait ça chez 2 patientes. Lorsque j'étais à l'hôpital militaire, on a fait ça chez 2 patientes avant qu'elles accouchent. Donc, le problème… Alors, un petit complément d'information sur la femme enceinte, effectivement, s'il faut l'ablater parce que justement, soit elle fait une cardiopathie rythmique ou que les crises de tachycardie sont mal tolérées, idéalement, il faut essayer de différer au maximum la procédure ablative pour le fin du terme, 2e ou 3e trimestre, et dans les meilleures conditions, utiliser les systèmes de navigation qui permettent justement d'éviter l'irradiation et de la maman et du fœtus. Ou peut-être tout simplement faire un choc électrique externe quand c'est mal toléré, et ça a été prouvé que ça ne comporte pas beaucoup de risques pour le fœtus. Et donc là, il faut, si on l'aigu chez un patient qui a une tachycardie supraventriculaire médiée par une voie accessoire, par exemple chez une femme enceinte, et c'est le cas parce qu'en 2e et 3e trimestre, le système catécholergique devient de plus en plus sollicité, et là, on peut faire un choc électrique et bien sûr regarder et voir le fœtus de près, c'est tout. On peut toujours continuer, Saïd, parce qu'on en a jusqu'à le phtora, je te dis tout de suite. Ah bah oui, parce qu'il y a des questions extrêmement intéressantes. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est passionnant, mais je pense qu'on va continuer pour un quart d'heure de questions. D'accord, très bien, très bien. Alors, parce que, excuse-moi, même l'assistance, ils sont toujours là. On est 350 à être encore là. Wow. Ça fait plaisir. Ça veut dire que le sujet a intéressé tout le monde. Voilà, heureusement, c'est bien, parfait, parfait. Alors, pour Hicham, j'ai vu une bonne question, je suis en train de la chercher. Voilà. Alors, pour Hicham, alors, attendez. Voilà, chez un enfant qui présente des extracytoles ventriculaires fréquentes, récidivantes sur un cœur sain, et qui a un cœur apparemment qui est normal, faut-il proposer une ablation parce qu'il y a un risque de développer plus tard une cardiopathie arythmogène? Alors, la particularité de l'enfant, c'est qu'il y a très peu de data par rapport à l'adulte concernant l'ablation par radiofréquence. Par contre, j'ai 2 cas. Il faut s'intéresser en fait à 2 situations. C'est la situation la plus dramatique, c'est un peu la situation des extrasystoles ventriculaires, ce qu'on appelle polymorphes catécholergiques, qui peuvent survenir chez l'enfant. Et là, chez ces patients-là, il faudrait peut-être penser malheureusement à plutôt d'abord c'est l'aspect bidirectionnel qui est un aspect un peu évocateur, mais il faut penser plus à faire un défibrillateur automatique implantable. Alors, vous me dites, c'est des extrasystoles chez un enfant qui fait des extrasystoles toutes simples ou des extrasystoles…
Apparemment, qui semble être infundibulaire, voilà. Mais infundibulaire, en général, il faut attendre un petit peu jusqu'à avoir un petit âge, un âge un peu plus. On va retarder l'acte, plus les résultats seraient meilleurs. Donc, peut-être donner un traitement bêta-bloquant adapté à la posologie, donner aussi un traitement anti-arythmique adapté à la posologie et proposer l'ablation à partir des 10 ans, 11 ans. D'accord, très bien. Alors. Tu as un patient, ça c'est pour Moustapha. Tu as un AVC ischémique chez un jeune sportif marathonien et dont le bilan de fibrillation auriculaire est négatif. Il ne trouve rien. Alors, il veut savoir un peu, est-ce qu'il faudrait l'anticoaguler? On sait que le marathonien, par un remodelage de l'oreillette, fait de la fibrillation auriculaire. D'accord? Il fait de la fibrillation auriculaire. Là aussi, si on n'a pas de preuve de la fibrillation auriculaire, c'est très difficile de démarrer un traitement anticoagulant. Là, ce sont les meilleures indications du holter implantable, à mon avis. D'accord? C'est les meilleures indications du holter implantable qui nous permet d'avoir un diagnostic pour démarrer une thérapeutique à vie. Parce que si on démarre ce traitement chez ce monsieur qui a fait un accident vasculaire cérébral, c'est une thérapeutique à vie. Et donc, il est indispensable de documenter la fibrillation atriale. Saad, est-ce que je peux poser une question? Vas-y, bien sûr. Docteur Tazim Zalek, qui a fait un excellent exposé. Alors, est-ce que tu confirmes, est-ce que j'ai bien entendu que tous les VPV doivent avoir une exploration électrophysiologique et doivent être ablatés, quel que soit leur niveau de risque? Donc, il n'y a plus d'indication aux tests d'effort et aux autres tests. Alors, en fait, les tests non invasifs, c'est-à-dire le holter ECG, il est utile quand on a une préexcitation intermittente. L'épreuve d'effort aussi, elle est utile pour pouvoir analyser donc la perte brutale de la préexcitation au cours de l'épreuve d'effort, mais vraiment d'un battement à un autre. Mais malheureusement, ces examens ne sont pas suffisants pour pouvoir justement stratifier le risque du patient. Et en particulier lors de l'épreuve d'effort, on n'arrive pas toujours à voir justement cette perte brutale de la préexcitation. Donc, au terme d'une première évaluation non invasive, il est difficile donc de prendre une décision et de dire ce patient il est plutôt à bas risque. On est obligé de passer par l'étape de l'exploration, au moins. Après, la discussion de l'ablation, prophylactique ou pas, c'est une autre question. Une fois qu'on a fait l'ablation, une fois qu'on a fait l'exploration a pour objectif donc d'essayer d'évaluer le degré de dangerosité de la voie accessoire. Et pour cela, donc, on cherche ces différents critères qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire on essaie d'induire la tachycardie, on essaie de voir la période réfractaire de la voie accessoire en entérograde, on essaie de voir si on arrive à induire une EFA, et enfin, on recherche les signes de malignité. Si au terme de l'exploration, le patient est plutôt classé à haut risque, eh bien, les travaux de Papon ont en fait démontré qu'il y avait un véritable bénéfice à ablater de manière prophylactique ces patients-là. Par contre, si on a, au décours de l'exploration électrophysiologique, des critères en faveur d'une voie accessoire qui est plutôt bénigne chez des patients asymptomatiques, eh bien, cela, on peut se permettre d'avoir un suivi clinique annuel et éventuellement refaire d'autres explorations si jamais le patient recommence à devenir symptomatique. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ablation est une indication indiscutable chez la préexcitation symptomatique. Elle est indiscutable dans la préexcitation asymptomatique chez le sportif et les professions à risque, donc les pilotes, les conducteurs. Elle est également recommandée dans les préexcitations asymptomatiques avec des critères de gravité. Merci beaucoup. À toi, Saad. Alors, Saad, il est déconnecté. Saad, est-ce que tu nous écoutes? Saad Soulamé. Alors, tu as dit qu'on fait l'exploration électrophysiologique et puis après, on va voir est-ce qu'on va ablater ou pas.
Moi, en tant que simple cardiologue, j'aurais dit on y est, tant qu'on y est, tant qu'on y est, donc tant qu'à faire, donc faire une ablation. Ou bien est-ce que le risque, est-ce que le geste, il comporte quand même un peu de risque? Alors, l'exploration avec l'optique de l'ablation, elle est tout à fait logique quand on a un patient qui est symptomatique. Mais quand on a un patient qui est asymptomatique, on fait d'abord une première évaluation électrophysiologique pour stratifier le risque. Effectivement, si la voie accessoire est tout à fait accessible, on peut dans la foulée, et si on a bien sûr les critères de gravité, on peut dans la foulée faire la procédure ablative dans un même temps opératoire. Si la voie accessoire est plutôt de localisation dangereuse, telle que l'a cité professeur Moustarfé, c'est-à-dire une voie accessoire antéroseptale ou mid-septale, où le risque justement lié à l'ablation est quand même élevé, il faut véritablement peser le pour et le contre entre une procédure ablative qui est invasive chez un patient qui est totalement asymptomatique, mais qui a des critères justement de gravité, et un traitement médicamenteux qui peut faire l'affaire dans ce cas de figure. Et je pense, docteur Tazi, que aussi la limitation, il est d'ordre aussi logistique, puisque pour la prise en charge, même symptomatique, là, on n'a pas le droit de demander et la prise en charge et pour l'exploration et pour l'ablation dans la foulée. Nous, en principe, quand on fait une demande de prise en charge, on fait systématiquement exploration plus ablation. Après, en fonction des résultats de l'exploration, la prise en charge peut être réajustée. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, je reviens toujours à la question en ce qui concerne le sportif de haut niveau chez lequel on découvre un VPV. Oui. Faut-il l'explorer systématiquement? Faut-il contre-indiquer complètement le sport? Faut-il donc l'explorer pour éventuellement l'ablater, ensuite l'autoriser à faire le sport? D'accord. Alors, effectivement, dans la population des athlètes, ou en tous les cas, même les patients qui ont une préexcitation et qui veulent ils veulent avoir une activité sportive de loisir, il est clair qu'on ne peut pas autoriser la pratique sportive en l'absence d'une exploration électrophysiologique. Donc, il est indispensable de recommander une exploration électrophysiologique, aussi bien à l'état basal que sensibilisé par Isuprel, pour pouvoir stratifier le risque du patient. Après, donc si le patient est symptomatique, donc là, on rejoint les recommandations classiques, à savoir que c'est une ablation qui est obligatoire. Si le patient est asymptomatique et a des critères, l'ablation, elle est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Alors, pour ce qui est de la reprise de l'activité sportive, il faut elle est autorisée après une ablation réussie, dans un délai de 4 semaines selon les recommandations américaines, tandis que les Européens, ils prennent un peu plus de précautions. Ils autorisent la reprise de la pratique sportive à peu près 3 mois après la procédure ablative. Très bien. Hamid, on te pose la question, qu'est-ce que tu fais vis-à-vis du traitement anticoagulant chez les patients qui ont une hyperthyroïdie, une insuffisance respiratoire? L'hyperthyroïdie, j'anticoagule indiscutablement. Elle ne protège pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un haut débit. Vous savez qu'il y a les maladies à haut débit. Il y a l'hyperthyroïdie, il y a la fistule artério-veineuse et il y a le beriberi. Donc, elle fait partie des maladies à haut débit, mais elle est très thrombogène. Et j'ai la chance d'avoir commencé ma carrière dans un service de médecine interne où on a manipulé le traitement anticoagulant chez les gens qui ont des maladies de la thyroïde, et il faut les anticoaguler. C'est une discussion qui est tranchée. Par contre, l'insuffisance respiratoire, je ne vois pas, ce n'est pas une contre-indication, le traitement anticoagulant à ma connaissance. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne va pas anticoaguler quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire. Alors, Madame Tazi, qu'est-ce que vous pensez de la flécaïne dans le cadre effectivement de la découverte d'un syndrome de préexcitation ventriculaire? Qu'est-ce que je pense de la flécaïne? Oui. Oui. Un patient chez lequel on découvre du jour au lendemain un VPV, mais qui est totalement asymptomatique. Faut-il donner quelque chose? Faut-il le laisser tranquille? Faut-il l'explorer, comme vous avez tout à l'heure dit à M. Shraibi, à la patient complètement asymptomatique? Alors, ça va dépendre. S'il souhaite donc avoir une activité sportive, on est obligé de passer par
par l'étape de l'exploration électrophysiologique. Si c'est un patient qui est d'un certain âge, qui ne va pas avoir une pratique sportive intense, ça va dépendre aussi du patient. Préexcitation, est-ce qu'elle est asymptomatique ou symptomatique? Asymptomatique. Asymptomatique, Le d'accord. patient ne se plaint de rien. D'accord. Et préexcitation que l'on voit déjà sur le CG de base. Absolument. Ben oui, il n'y a pas de souci. Il faut juste prendre des précautions qui sont liées à la flécaïne, notamment à partir d'un certain âge. Comme vous le savez, la flécaïne est plutôt à éviter chez les patients qui ont des cardiopathies sous-jacentes. Mais sinon, en dehors, sur un cœur sain, il n'y a pas de souci par rapport à la prescription de la flécaïne. Alors, je voudrais ajouter deux choses. Oui. D'abord, je voudrais ajouter deux choses. D'abord, c'est la pratique, c'est ce qu'on fait tous les jours parce que tous les malades ne peuvent pas se permettre de faire une ablation. Moi, j'ai un certain nombre de malades que je suis depuis des années et qui sont uniquement sous flécaïnide parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire autre chose. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ce sont des gens qui sont mutualistes ou qui ont les moyens. Je pense que de notre côté, nous, en tant que rythmologues, il faut leur proposer l'exploration électrophysiologique pour justement stratifier le risque chez ces patients-là. Donc, tout dépendra des moyens matériels chez ce patient-là. S'il peut se faire explorer, il doit se faire explorer parce que l'exploration permet quand même de stratifier le risque chez ces malades. S'il ne peut pas pour des raisons économiques, eh bien, on va donner du flécaïnide parce que c'est le seul médicament qui coupe, qui ralentit la conduction antérograde sur la voie accessoire et c'est celui qui protège le mieux contre d'éventuels troubles du rythme atriaux qui vont passer au ventricule. Et docteur Moustarfil, dans le même ordre d'idée, beaucoup de patients, parfois on est tenté par les bêta-bloquants. Alors nous, on préfère les flécaïnes pour les wolves, surtout quand par exemple des patients, des wolves malins, plutôt donner de la flécaïne que de bêta-bloquants. Parce que bêta-bloquant, j'ai un patient qui a un wolf qui est suspect de passer en FA et donc de FV, donner un bêta-bloquant, c'est mortel. Par contre, la flécaïne, ça va protéger en attente d'une ablation. Tout à fait. Merci pour cette réponse. C'était une réponse destinée également pour le professeur Adam Aken de Sénégal qui est en train de nous voir. Effectivement, il faut donc garder la flécaïne et pas du tout les bêta-bloquants. Alors, une bombe qu'on te pose à Hamid, quel traitement antithrombotique faut-il proposer chez un patient qui a eu des antécédents d'AVC hémorragique, un stent actif au niveau du tronc commun et qui fait des passages actuellement en fibrillation auriculaire? Est-ce que ce malade-là, il a une fibrillation atriale valvaire? Il faut l'envoyer à Soulami. Est-ce qu'il a une fibrillation atriale Oui, absolument, c'est ce qu'il dit. Hein. Malheureusement, est-ce qu'il a une FA valvaire ou non valvaire? Non, je suppose non valvulaire. Alors, non valvulaire, alors j'ai la réponse. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'abord d'attendre au moins 8 semaines, je dis bien au moins 8 semaines, et reprendre… Sous quoi? Rien, sous rien. Ah oui, bien sûr, on ne donne rien. On peut rien donner. On va le laisser sous son aspirine et clopidogrel s'il a un stent. D'accord? On ne peut rien donner. Parce que si tu donnes un traitement anticoagulant, tu vas le tuer. Tu vas le tuer. Premièrement. Deuxièmement, c'est s'il était sous AVK, de choisir un AOD après cette période-là et d'introduire un AOD. Il y a des papiers qui ont démontré que le risque, on gagne sur le risque thromboembolique sans augmenter les hémorragies après des AVC. Et l'indication idéale de l'occlusion de l'auricule, c'est pour ça que j'ai demandé est-ce que c'est une FA valvaire ou pas, c'est dans ce contexte-là. Sachant que lorsqu'on met l'auricule, il y a une phase où on doit donner un peu d'anticoagulant. Et donc, le risque, il y est toujours. C'est une bombe, effectivement. C'est une décision qui comporte des risques qui doivent être expliqués aux malades et que les AOD ont permis quand même de diminuer ce risque hémorragique et de l'atténuer même après un accident vasculaire cérébral hémorragique. Voilà ce que je peux dire. En sachant, et tu es d'accord que l'exclusion de l'auricule gauche ne protège pas à 100%. Voilà. Non, absolument. Tout à fait.
Elle ne protège pas à 100% et il y a des AVC qui ont été rapportés après pose de prothèse au niveau de l'auricule. Monsieur le Président, je te dis jusqu'à le phtor, tu peux y aller? Tu veux encore? Je pense que tu peux conclure, Saad. Merci Ah beaucoup. bon, moi, je n'ai pas envie de conclure, c'est tellement passionnant. Je te Absolument. jure, j'ai appris beaucoup de choses. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. C'était extraordinaire. C'est dommage qu'on va arrêter. Hein. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter. Les questions ne font que tomber. Hein. Voilà. Mais c'est très bien. Je vous remercie infiniment. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à tous les orateurs. Vous avez été d'excellente qualité. Merci à Hicham d'avoir pris la peine de nous répéter ton topo. C'est très, très bien. C'est très bien. Alors, je voudrais remercier surtout quelqu'un que vous ne voyez pas, qui est derrière le rideau et qui s'appelle Yunus Tarjoti. Celui-là, je voudrais que tout là, on lui fait comme ça. Il a été très bien. Il nous a fait du bon travail. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc, je te laisse conclure, Saïd. Très, très bien. Écoute, à mon tour de remercier tout le monde, franchement, tous les cardiologues qui sont restés patients jusqu'à maintenant, tout de suite là. Et puis, remercier les orateurs qui étaient excellents. Donc, en dehors de petits problèmes techniques, mais qu'on a pu rattraper et que ces musulmans a rattrapé avec brio tout à l'heure. Donc, je les remercie infiniment pour leur disponibilité et leurs compétences. Je te remercie aussi, Saad, pour le rôle que tu as joué de façon tout à fait brillante. Je remercie les laboratoires Pfizer qui nous soutiennent toujours. Et puis, je voudrais vous rappeler à tous les cardiologues, le webinaire de la SMC, de la Société marocaine de cardiologie, avec notre ami Aïcha Ouad, et où ils vont inviter le professeur Erika Bergel et le professeur San. Ceci le mardi, donc retenez bien la date, le mardi 5 mai, donc à partir de 16h30 comme d'habitude pour la SMC. Et puis aussi nos deux webinaires de l'AMCAR prévus pour le week-end. Le premier, le samedi, sur l'hypertension pulmonaire avec un invité de marque, qui est le professeur Marc Humbert, qui est une sommité mondiale. Et puis aussi le webinaire du dimanche sur l'imagerie cardiaque, où on va inviter nous aussi Erika Bergel, donc c'est une pure coïncidence, le professeur Marie-Christine Mahler et le professeur Dania Moti. Ceci à 14h. Voilà, vous êtes bien entendu tous invités. C'était un réel plaisir de vous écouter. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Bye bye. Diffusion arrêtée. Merci pour le remerciement. Merci, Younes. Merci beaucoup. Continue au Saad. Elle est partie, je pense. ما بغينا نجمعوا عليه في الفطور ساعه. Allah alaikum, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci beaucoup, Younes. Merci, Younes. Merci, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Younes, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut, au revoir. À bientôt, les amis. Hein. À bientôt. Merci, c'est Sorabi. Merci. Merci, à bientôt, frère.